En 1943, les Mitsubishi Zero traversèrent le ciel du Pacifique, portés par l'arrogance de ceux qui ont régné sans partage durant 2 longues années. Leurs pilotes s'attendaient à l'éternelle routine. Les chasseurs américains se déroberaient à leur approche, comme ils l'avaient fait à maintes reprises. Mais cette fois, quelque chose change. Les Américains ne fuient pas. Au contraire, ils prennent de la hauteur, résolus à aller à leur rencontre. Un affrontement commence. Les Zéros ouvrent le feu en premier. Des balles tracées frappent les fuselages, mais les obus de leurs canons de 20 patrouilles-mètres, jusqu'alors fatales, semblent rebondir contre les ailes blindées de l'ennemi. Une situation inédite jusqu'alors. Le blindage de ces nouveaux chasseurs devrait les rendre lents, pensèrent les pilotes japonais, qui comptaient bien sur leur agilité pour les surpasser facilement en manœuvre. Mais une fois de plus, ils se trompent. Ces avions s'élancent dans une ascension presque verticale, propulsés par des moteurs de 2000 chevaux, gagnant de l'altitude à une vitesse inimaginable pour les Zéros légers. Les Américains ripostent. Chaque chasseur de l'ennemi ouvre le feu avec 6 mitrailleuses de calibre .50, déclenchant une pluie de balles meurtrières qui déchiquettent les formations japonaises avec une précision terrifiante. Le Grumman F-6F L4 a fait son entrée dans le ciel du Pacifique, et pour la première fois, la balance du combat aérien semble pencher en faveur des États-Unis. Au début des années 40, alors que les bombardiers nazis dévastaient Londres et que les avions japonais réduisaient en cendres les villes chinoises, les commandants américains étaient terrifiés à l'idée que ces mêmes prédateurs n'atteignent les côtes des États-Unis. À cette époque, leur meilleur chasseur naval était le Brewster F-2A Buffalo, capable de voler à 515 km/h et armé de mitrailleuses de 12,7 mm. Bien qu'il fût capable de se défendre, il était évident qu'en cas de confrontation directe, il n'aurait aucune chance face aux chasseurs de l'Axe. Cette confrontation inévitable allait arriver bien plus tôt que prévu. Le 7 décembre 1941, des centaines d'avions japonais attaquèrent la base navale de Pearl Harbor. Des explosions dévastatrices secouent les navires et les aérodromes. En moins de 2 heures, des cuirassés flambaient et la flotte aérienne américaine était réduite en débris. Plus de 2000 vies furent perdues. Pour la première fois, les États-Unis ressentirent la furie totale de la puissance aérienne japonaise. Et en son cœur se trouvait le Mitsubishi A6M Zero, le chasseur le plus avancé et le plus craint des Japonais. Au début de la guerre, le Zero accumulait un taux de victoire de 12-1, se couronnant roi incontesté du ciel du Pacifique. Il ne se contentait pas de détruire les chasseurs américains, il les humiliait. Certains pensaient même qu'aucun avion de la Luftwaffe de Hitler n'était comparable à ce bijou de technologie. Malheureusement pour les Américains, il leur fallait faire face à ces pilotes japonais avec les moyens du bord et espérer un miracle. Quelques heures après l'attaque de Pearl Harbor, les Zéros frappèrent les Philippines, prouvant qu'ils pouvaient atteindre n'importe quelle position américaine dans la région grâce à leur rayon d'action supérieur à 800 km. Même les meilleurs chasseurs américains étaient impuissants. Les formations de P-40 Warhawk et de B-17 furent balayées sans difficulté. Beaucoup de pilotes américains n'avaient même pas vu venir les Zéros, et lorsqu'ils les aperçurent, il était déjà trop tard. Les cieux du Pacifique appartenaient aux Japonais. En mai 1942, les Philippines tombaient aux mains des Japonais, infligeant une défaite humiliante aux États-Unis. Un officier japonais reconnaîtra plus tard que les Zéros étaient la clé du succès dans cette campagne, les comparant aux pistons d'une locomotive inarrêtable. Pour les commandants américains, il était évident que leurs avions actuels n'étaient pas à la hauteur. Un nouveau chasseur était devenu une nécessité absolue. Heureusement, avant même que la guerre ne commence, la marine américaine avait déjà planifié un nouveau chasseur révolutionnaire, un avion capable de dépasser les 640 km/h, armé d'une puissance dévastatrice et conçu pour résister à de longs combats au-dessus de l'océan. La marine fit appel à la société Chance-Vought, qui choisit d'utiliser le moteur Pratt & Whitney R2800 double Wasp de 2000 chevaux, donnant naissance au prototype XF-4U-1 Corsair, le premier chasseur naval américain à dépasser les 640 km/h. Cependant, bien que le Corsair battait des records de vitesse et de puissance, il souffrait d'un grave défaut. Il était presque impossible de le poser sur un porte-avions. Son long nez obstruait la visibilité des pilotes lors de l'approche, son train d'atterrissage était instable, et ses ailes générèrent des pertes de contrôle dangereuses lors de l'atterrissage. Pendant que les ingénieurs travaillaient sans relâche pour perfectionner le Corsair,
les pilotes américains devaient se contenter du Grumman F-4F Wildcat. Bien que ce dernier fût un chasseur décent, il ne pouvait absolument pas rivaliser avec le Zero. Pendant que les pilotes américains résistaient avec leur Grumman F-4F Wildcat limité, ils savaient pertinemment qu'ils ne faisaient que gagner un peu de temps. La réalité était implacable. Ils se retrouvaient face au Mitsubishi Zero, un ennemi supérieur en vitesse, en manœuvrabilité et en puissance de feu. Le lieutenant-commandant John Thatch passait des nuits entières consumé par la frustration et l'impuissance, imaginant des stratégies autour d'une table improvisée. Il utilisait des allumettes pour simuler des escadrons dans le ciel, recréant des combats aériens afin de découvrir une tactique qui pourrait leur permettre de survivre. Finalement, une nuit, une inspiration frappait comme une révélation, une manœuvre capable de compenser l'infériorité technique du Wildcat, leur offrant au moins une chance de se défendre face aux attaques fulgurantes des Zéros. Ils ne tarderaient pas à avoir l'occasion de la tester. L'opportunité tant attendue arriva en juin 1942, au cœur de la bataille décisive de Midway. Le ciel était devenu le théâtre de rencontres féroces, avec des avions rugissant parmi les nuages dans des combats mortels. Thatch dirigeait une formation de 4 Wildcats lorsqu'un Zéro japonais surgit par derrière, se plaçant dans la queue de l'un de ses compagnons, déterminé à l'abattre. Au lieu de rompre la formation et de perdre la cohésion, Thatch ordonna d'exécuter immédiatement sa nouvelle manœuvre, plus tard baptisée la Thatch Weave, la tresse de Thatch. Les Wildcats commencèrent à se croiser avec une précision parfaite, semant la confusion chez le pilote japonais qui se retrouva au cœur d'un piège mortel. Juste au moment où le Zéro se préparait à porter son attaque finale, Thatch surgit d'un angle imprévu et tira une rafale qui détruisit l'avion japonais en plein vol. L'efficacité dévastatrice de cette manœuvre surprit profondément les pilotes japonais expérimentés. Des vétérans comme le légendaire Saburo Sakai décrivirent plus tard comment cette tactique avait déstabilisé leurs escadrons. Pour la première fois, les Wildcats n'étaient plus des proies faciles, mais des prédateurs rusés. La tresse de Thatch devint rapidement la norme dans toute la marine américaine, offrant aux pilotes une réelle chance de survivre, tout en attendant l'avion qui changerait définitivement la donne dans le ciel du Pacifique. Bien que cette manœuvre fût un soulagement temporaire, elle symbolisait la capacité d'adaptation des Américains face à la supériorité technique japonaise. Finalement, à la fin de l'année 1942, arriva le moment tant attendu. Le Corsair, ce chasseur sur lequel la marine avait misé depuis le début de la guerre, était prêt pour le combat. Mais la victoire définitive devrait encore attendre. Malgré sa vitesse impressionnante et sa puissance destructrice, le Corsair souffrait toujours d'un défaut majeur. Son design compliquait sérieusement l'atterrissage en sécurité sur le pont d'un porte-avions. Son long nez obstruait la visibilité des pilotes en approche, tandis que son train d'atterrissage et ses ailes provoquèrent des pertes de contrôle terrifiantes. Face à ces difficultés, le Corsair fut temporairement limité aux opérations terrestres, pendant que les ingénieurs continuèrent de travailler sans relâche pour corriger ses défauts. Cependant, même opérant depuis le sol, le Corsair prouva rapidement sa valeur. Une fois engagé en combat, il sema la terreur parmi les Japonais. Armé de 6 mitrailleuses de calibre .50, capables de tirer 400 balles par minute chacune, il détruisait n'importe quel chasseur ennemi en quelques secondes. En outre, équipé de jusqu'à 8 roquettes de haute vitesse, il pouvait rapidement réduire en cendres des positions ennemies au sol. Pour la première fois depuis le début de la guerre, le Zéro avait trouvé un rival capable de le défier ouvertement et de le surpasser aisément. Cependant, la marine savait que pour remporter la guerre, ils avaient besoin de plus que de la puissance brute. Ils avaient besoin d'un avion polyvalent, fiable, facile à piloter, capable de tenir dans les conditions les plus extrêmes. C'est à nouveau Grumman qui fut sollicité pour cette tâche. Consciente que les pilotes avaient besoin de plus que de la vitesse et de la puissance, Grumman décida de redessiner le Wildcat en utilisant le même moteur Pratt & Whitney R2800 Double Wasp que celui du Corsair. Des pilotes vétérans du Pacifique furent invités à participer à la conception de cet avion, apportant leur expérience directe du combat aérien pour créer un appareil indestructible, facile à réparer sous le feu ennemi. Les pilotes exigèrent un train d'atterrissage renforcé, capable de supporter les atterrissages violents sur les porte-avions, une cabine haute pour une visibilité optimale pendant les combats intenses, et une structure suffisamment simple pour que tout mécanicien puisse la réparer en quelques minutes après une bataille. Le résultat fut un avion exceptionnel qui allait marquer son époque
et dont le nom résonnerait dans l'histoire, le Grumman F6F Hellcat. Ce nouveau Hellcat combinait les meilleures qualités possibles. Plus résistant que le Zero, plus maniable et plus facile à piloter que le Corsair, il était également si compact que ses ailes pliables permettaient de le stocker sans difficulté sur les ponts étroits des porte-avions. Ses commandes étaient si intuitives que Grumman assurait fièrement qu'un jeune pilote, avec à peine 200 heures de vol, pourrait le piloter avec succès. Lors de ses premiers vols d'essai, il devint évident pour tous que cet avion serait déterminant pour renverser la balance du combat aérien dans le Pacifique. Le Hellcat devint rapidement un symbole de la puissance aérienne américaine et un espoir pour des milliers de pilotes. Le 1er septembre 1943, ce jour tant attendu arriva enfin. Depuis le pont de l'USS Independence, 2 pilotes de la marine, le lieutenant Dick Lou et l'enseigne A.W. Enquist, décollèrent à bord des Hellcats flambant neufs, prêts pour leur première mission de combat réel. Leur objectif? Un avion japonais Kawanishi H-8K, un énorme hydravion de patrouille ennemi. Dès que les Hellcats quittèrent le pont, rugissant sous la puissance de leur moteur double Wasp, il devint clair que la suprématie aérienne japonaise était sur le point de prendre fin. Les 2 chasseurs se lancèrent à la poursuite de l'avion ennemi, se rapprochant avec une précision absolue. Les balles tracées illuminèrent le ciel tandis que les mitrailleuses du Hellcat déchaînaient des rafales dévastatrices contre l'hydravion. En quelques secondes, l'avion japonais explosa en flammes, marquant la première victoire aérienne officielle du F6F Hellcat et annonçant une nouvelle ère de domination américaine dans les cieux du Pacifique. 2 mois plus tard, en novembre 1943, les Hellcats revinrent sur le champ de bataille, cette fois sur les îles Gilbert, lors de l'offensive américaine contre l'île de Tarawa. Les pilotes japonais qui s'opposaient à eux n'étaient pas des novices. Ce furent des vétérans aguerris, habitués à dominer chaque rencontre aérienne avec une facilité déconcertante, à bord des redoutables Mitsubishi Zero. Mais cette fois, quelque chose avait radicalement changé. Les mitrailleuses japonaises de type 87, qui auparavant réduisaient les avions américains en morceaux comme s'ils étaient faits de papier, peinaient désormais à percer l'armure renforcée du Hellcat. Même les pilotes américains les moins expérimentés semblaient être devenus des guerriers aguerris, manœuvrant avec une adresse impressionnante et détruisant les formations japonaises avec une facilité presque incompréhensible. À la fin du combat, le bilan était écrasant. 30-0 abattus contre un seul Hellcat perdu. Ce fut un tournant décisif. À partir de ce moment, le F6F Hellcat devint rapidement l'épine dorsale de la puissance aérienne navale des États-Unis. Alors que les forces américaines progressaient sans relâche à travers le Pacifique, conquérant île après île, le Hellcat était toujours là, protégeant chaque flotte et assurant chaque victoire aérienne. Mais sa réputation ne tarda pas à franchir l'océan. Très vite, plus de 100 Hellcats furent envoyés en Grande-Bretagne, où des pilotes de la Royal Navy les emmenèrent combattre au-dessus de la Norvège et du Méditerranée. Là-bas, ils affrontèrent le meilleur de la Luftwaffe, des vétérans aguerris du Blitz et du front de l'Est. Sous un feu anti-aérien qui aurait détruit n'importe quel autre avion, les Hellcats revenaient encore et encore, perforés par des dizaines de balles, mais miraculeusement intacts, laissant même les pilotes les plus expérimentés stupéfaits. Un pilote britannique décrivit un jour avec étonnement comment il revint d'une mission avec son Hellcat complètement perforé. Il avait plus de trous que de fuselage, se souvient-il. Je pouvais sentir plus de vent traversant l'avion que tout autour de moi. Cette résistance exceptionnelle devint un symbole de la robustesse américaine. Mais dans le Pacifique, la guerre aérienne n'était pas encore terminée. Les Japonais, désespérés par la supériorité du Hellcat, commencèrent à lancer des attaques nocturnes avec des bombardiers torpilleurs pour éviter les confrontations directes. La réponse américaine ne se fit pas attendre. Des équipes de chasseurs nocturnes furent formées, connues sous le nom de Bat Team, composées de 2 Hellcats escortant un avion TBF Avenger équipé de radars. C'est précisément le légendaire Edward Auger qui se porta volontaire pour diriger la première de ces missions dangereuses. Dans la nuit sombre du 26 novembre 1943, Auger décolla depuis le pont de l'USS Enterprise à bord de son Hellcat, escorté par un autre pilote et un Avenger équipé de radars. Naviguant presque à l'aveugle au-dessus d'un océan noir, le groupe chercha désespérément des bombardiers japonais. Après des minutes de tension absolue, le radar détecta enfin une activité ennemie proche. Avant d'attaquer,
Roger demanda par radio une confirmation visuelle du contact, mais quelque chose tourna mal. Alors qu'ils cherchaient encore devant eux, un bombardier japonais apparut soudainement derrière Roger, déclenchant un échange de tirs chaotiques. Au milieu du tumulte, les feux de son L4 s'éteignirent brusquement et l'avion disparut sans laisser de traces dans l'obscurité de l'océan. La mission se termina tragiquement avec la perte d'un des meilleurs pilotes américains. La recherche d'Auger ne donna aucun résultat, laissant un douloureux souvenir de la vulnérabilité même des meilleurs guerriers. Cette perte ébranla la certitude qu'avec le L4, les États-Unis allaient définitivement dominer les cieux du Pacifique. Mais les Japonais n'étaient pas encore vaincus et, dans un ultime effort désespéré pour reprendre la supériorité aérienne, ils déployèrent leur propre réponse au L4, le redoutable Kawanishi N1K Shiden. Cet avion, initialement conçu comme un hydravion, fut reconverti en chasseur terrestre qui surprit immédiatement les Américains par sa résistance au feu et ses volets automatiques avancés, lui conférant une maniabilité létale en combat rapproché. Le Shiden sembla invincible. Les pilotes américains observaient avec frustration comment les balles de calibre .50 rebondissaient sur leur blindage renforcé, tandis que ces chasseurs japonais continuaient à attaquer sans relâche. Pire encore, une unité d'élite, la légendaire 346e Kokutai, sous le commandement du célèbre Minoru Genda, s'empara du Shidenkai, une version encore plus avancée de l'avion, et se lança dans une chasse implacable aux Hellcats. Dans une bataille épique, les Shidenkai se jetèrent directement sur plus de 300 avions américains, perçant les formations de Hellcats, Corsair et Avengers, abattant plusieurs aéronefs sans presque aucune perte. Pour la première fois, la domination technologique américaine semblait être remise en question, créant un sentiment de crainte parmi les pilotes que l'avantage acquis de haute lutte commençait lentement à leur échapper. Cependant, derrière ces victoires apparentes des Japonais, la réalité était bien plus sombre. Le Japon peinait à maintenir ses nouveaux chasseurs, N1K Shiden, opérationnels. Leur moteur Homar, complexe et difficile à fabriquer, souffrait de défaillances constantes en raison des attaques aériennes alliées sur l'industrie japonaise. Sur les 100 avions fabriqués, beaucoup ne parvinrent jamais à rejoindre le front, détruits avant même de pouvoir décoller. Pendant ce temps, aux États-Unis, les usines travaillaient jour et nuit pour produire des milliers de Hellcats, inondant les porte-avions du Pacifique de nouveaux appareils prêts à combattre. La machine industrielle américaine était imparable, créant un fossé infranchissable entre les deux forces aériennes. Le N1K, malgré sa bravoure et son efficacité en combat rapproché, montra rapidement ses limites à haute altitude, incapable d'intercepter efficacement les bombardiers B-29 Superfortress. Avec l'effondrement de l'industrie japonaise, l'été 1944 arriva. Désespérés, les Japonais déployèrent à nouveau leur zéro vieillissant, désormais clairement dépassé lors de la bataille cruciale du mer des Philippines. Plus de 20 porte-avions japonais lancèrent dans les airs plus de 130 avions américains, dont de nombreux Hellcats équipés de technologies radar avancées. Cette bataille décisive vit apparaître la figure du lieutenant Alexander Brassiou, pilote de Hellcat, dont la mission semblait vouée à l'échec dès le départ. Peu après le décollage, son avion subit une panne critique du suralimentateur, réduisant considérablement sa vitesse et sa manœuvrabilité. Cependant, Brassiou ne recula pas. Avec une détermination totale, il se lança seul dans un combat contre une formation nombreuse de bombardiers ennemis. En à peine 8 minutes, Brassiou abattit 6 avions japonais, réalisant des attaques éclairs de quelques secondes à peine par cible. Sa prestation héroïque symbolisa parfaitement la suprématie du Hellcat sur les zéros japonais, désormais affaiblis. Lorsque la bataille se termina, le Japon avait perdu plus de 500 avions, soit 90% de sa force aérienne embarquée, tandis que les pertes américaines furent minimales, avec moins de 2 douzaines de Hellcats abattus. Cette défaite marqua la fin définitive de la puissance aérienne japonaise dans le Pacifique, privant le Japon de la capacité à lancer de nouvelles offensives aériennes massives durant le reste de la guerre. La supériorité aérienne américaine, menée par les redoutables Hellcats, était désormais totale et écrasante. À la fin de 1944, la flotte aérienne américaine tissait sur le Pacifique un réseau impénétrable, connu sous le nom de Grande Couverture Bleue, principalement constitué de formations de Hellcats, qui neutralisaient toute tentative japonaise de contre-attaque. Mais le Japon, refusant d'accepter sa défaite inévitable,
lança une dernière offensive désespérée dans les Philippines. En octobre de cette année-là, la plus grande bataille navale de l'histoire se déclencha, la bataille du golfe de Leyte. Le Japon engagea dans cette lutte tous ses derniers atouts navals et aériens dans un effort désespéré pour freiner l'avance alliée. Cependant, cette fois, la supériorité numérique et technologique américaine était écrasante. Les États-Unis avaient formé plus de 17 000 pilotes depuis le début de la guerre, tandis que le Japon en comptait à peine 5 000, dont la majorité n'avait pas d'expérience de combat réel. Dans cette situation désespérée, les Japonais eurent recours à une solution dramatique, les attaques kamikazes. Des avions japonais, remplis d'explosifs, furent lancés dans des missions suicides directement contre les porte-avions américains dans l'espoir de détruire leurs ponts avant que les Hellcats ne puissent décoller. Les premiers assauts kamikazes furent dévastateurs. Les porte-avions d'escorte USS Santee et USS Swamiko subirent des dégâts considérables lorsque des avions suicides s'écrasèrent sur leurs ponts, provoquant des incendies et des explosions en chaîne qui paralysèrent temporairement leurs opérations aériennes. Le USS Saint-Laurence eut la malchance de subir le pire. Un kamikaze perça sa couverture et plongea sur son pont, provoquant des explosions massives qui détruisirent rapidement le navire, l'envoyant au fond de l'océan, emportant avec lui une grande partie de son équipage et de ses aéronefs. Cependant, même face à ces attaques suicides, la détermination des pilotes américains à défendre leur flotte ne fléchit pas. Sous un feu intense, les Hellcats décollèrent de ponts endommagés, s'élevant dans le ciel avec audace pour intercepter les formations kamikazes avant qu'elles ne puissent infliger plus de dégâts à la flotte alliée. Une fois dans les airs, ils démantelèrent systématiquement les formations kamikazes avant que ces derniers n'aient eu la chance d'atteindre leur cible. La rapidité et la ferveur de cette réponse freinèrent net les attaques suicides japonaises, assurant ainsi une victoire décisive pour la marine américaine lors de la bataille du golfe de Leyte, la dernière grande bataille navale de la Seconde Guerre mondiale. La capacité du Hellcat à repousser efficacement ces attaques suicides témoigna de son rôle central dans le dénouement victorieux du conflit. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Durant les derniers mois du conflit, en 1945, les Hellcats continuèrent de remplir des missions fondamentales pour garantir la victoire finale. Lors d'une mission critique destinée à neutraliser des aérodromes ennemis utilisés comme base pour les attaques kamikazes, le pilote Don McPherson mena une audacieuse incursion contre une île japonaise isolée. Après avoir détruit avec succès la piste d'atterrissage et dispersé les défenses ennemies avec des roquettes, McPherson aperçut soudain un groupe de bombardiers ennemis s'élevant à l'horizon, volant ras de l'eau, prêt à attaquer son escadrille. N'ayant pas le temps de réagir, il manœuvra rapidement son Hellcat et ouvrit le feu instantanément sur le leader du groupe. En quelques secondes, il abattit le premier bombardier. Mais tandis qu'il tentait de neutraliser les autres, une voix radio l'avertit « Don, sors de là, tu es sous tir de l'ennemi au sol ». Immédiatement après, des batteries antiaériennes japonaises ouvrirent le feu sur sa position. Ignorant le danger, McPherson poursuivit son attaque, abattant 2 autres bombardiers avant de devoir se retirer rapidement. Ce geste héroïque marqua l'une des dernières missions offensives réalisées par les Hellcats pendant la guerre, car quelques semaines plus tard, le Japon annonça enfin sa reddition. Le Grumman F-6F Hellcat, implacable dans son efficacité, avait rempli sa mission, assurer la victoire des États-Unis dans la guerre la plus dévastatrice de l'histoire. Lorsque la Seconde Guerre mondiale prit fin en septembre 1945, le Grumman F-6F Hellcat se retira lentement du devant de la scène, après avoir joué un rôle central dans les combats les plus décisifs du Pacifique. Au cours de sa carrière exceptionnelle, le Hellcat s'était mérité une réputation bien méritée en tant que l'un des chasseurs les plus létaux et efficaces jamais construits. Au total, plus de 66 000 missions de combat furent réalisées par ces chasseurs, qui détruisirent des milliers d'avions ennemis avec des pertes remarquablement faibles. Seulement 270 Hellcats furent abattus lors de combats aériens directs avec des avions japonais, ce qui en fit, de fait, le grand vainqueur des cieux du Pacifique. Cependant, avec l'arrivée de l'ère des avions à réaction, le Hellcat perdit rapidement de son rôle et fut remplacé à mesure que de nouvelles technologies prenèrent le dessus. Les chasseurs à moteur à piston, comme le Hellcat, cédèrent la place à des appareils plus modernes, marquant la fin de l'ère des avions à hélice. Néanmoins, plusieurs exemplaires trouvèrent de nouvelles missions inattendues durant les premières années de la guerre froide. Pendant la guerre de Corée,
Certains Hellcats furent adaptés en drones télécommandés, utilisés dans des attaques suicides contre des cibles hautement protégées de l'ennemi. Ces avions sans pilote ouvrirent la voie à des stratégies qui deviendraient courantes des décennies plus tard, prouvant une fois de plus la polyvalence et la résilience de l'appareil. Les Hellcats eurent un destin encore plus particulier lors des célèbres essais nucléaires de Bikini Atoll. Plusieurs de ces avions furent lancés directement dans les nuages radioactifs produits par les explosions atomiques, équipés d'instruments spécialisés pour recueillir des données vitales et des caméras de contrôle à distance. Ces avions modifiés pénétrèrent courageusement des environnements mortels pour aider les États-Unis à évaluer les effets dévastateurs des armes nucléaires sur les avions et les matériaux militaires. Lors de ces missions, le Hellcat démontra encore une fois sa robustesse exceptionnelle, résistant à des conditions extrêmes qui auraient détruit des avions moins bien préparés. Aujourd'hui, bien que des décennies aient passé depuis ces jours de gloire et de tragédie dans les cieux du Pacifique, certains exemplaires du Grumman F-6F Hellcat demeurent en état de vol, soigneusement préservés dans des musées et des expositions aériennes, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces avions ne sont plus destinés au combat. Ils remplissent désormais une mission plus symbolique, mais tout aussi puissante. Rappeler aux générations futures le rôle héroïque joué par ces avions et leurs pilotes dans l'histoire du Pacifique. Pour ceux qui les contemplent, ces appareils incarnent le courage, la détermination et l'ingéniosité humaine, poussées à leur limite absolue. En fin de compte, il est évident que l'histoire du F-6F Hellcat ne se résume pas simplement à celle d'un avion. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont affronté des défis extraordinaires et ont surmonté une désespérance initiale pour triompher contre des ennemis apparemment invincibles. C'est la chronique d'ingénieurs et de pilotes qui ont travaillé ensemble avec une discipline implacable et un courage sans égal, créant une machine capable de changer le cours de l'histoire. Le Hellcat n'incarne pas uniquement une victoire militaire, il symbolise également une victoire morale et psychologique. Il a prouvé que, lorsqu'une volonté déterminée est présente, aucune adversité n'est trop grande pour être surmontée. Aujourd'hui, quand nous regardons les silhouettes robustes et fières de ces avions, encore intacts après plus de 80 ans, nous ne voyons pas simplement des objets métalliques ou de simples reliques du passé. Nous voyons un témoignage vivant du triomphe de la résilience humaine face à l'adversité la plus extrême. Chaque rivet, chaque pale d'hélice, chaque panneau de fuselage rouillé raconte silencieusement une histoire épique de sacrifice, d'innovation et de détermination. La légende du Grumman F-6F Hellcat perdurera, car elle incarne quelque chose de profondément humain. La capacité à affronter les peurs les plus profondes, à s'adapter face à des défis impossibles et à triompher contre des ennemis qui semblaient autrefois invincibles. C'est ainsi que se conclut l'histoire de l'avion qui domina les cieux du Pacifique et assura la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un avion né dans la désespérance, développé dans l'urgence et qui devint finalement la clé du destin du monde. Lorsque nous regardons aujourd'hui le ciel, nous pouvons imaginer ces jours où le rugissement des Hellcats apportait l'espoir pour certains, la terreur pour d'autres, mais un respect absolu pour tous ceux qui ont été témoins de leur vol. Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'ère des avions à réaction commençait à prendre le dessus et que les chasseurs à moteur à piston comme le Grumman F-6F Hellcat étaient progressivement retirés du service actif, l'héritage de cet avion ne se limita pas seulement à son rôle durant le conflit. Le Hellcat, malgré la fin de sa carrière militaire principale, allait marquer l'histoire de façon plus durable que ce que beaucoup avaient anticipé. Dans les années 1950, pendant la guerre de Corée, quelques exemplaires restants de Hellcat furent transformés en drones télécommandés, utilisés pour mener des attaques contre des cibles hautement protégées de l'ennemi. C'était l'une des premières étapes vers le développement des drones modernes. Ces avions sans pilote ouvrirent la voie à une nouvelle approche stratégique dans la guerre aérienne, prouvant que même les anciens appareils comme le Hellcat pouvaient être adaptés à de nouvelles missions. Mais ce n'était pas tout. En 1946, lors des célèbres essais nucléaires sur l'atoll de Bikini, plusieurs Hellcats modifiés furent envoyés directement dans les nuages radioactifs produits par les explosions atomiques, équipés d'instruments spéciaux pour collecter des données cruciales et de caméras téléguidées. Ces avions modifiés pénétrèrent courageusement dans des environnements mortels, contribuant à l'évaluation des effets dévastateurs des armes nucléaires sur les avions et les matériaux militaires. Dans ces missions, le Hellcat démontra à nouveau sa robustesse exceptionnelle,
résistant à des conditions extrêmes qui auraient détruit d'autres avions moins préparés. Aujourd'hui, bien que des décennies se soient écoulées depuis ces jours de gloire et de tragédie dans le ciel du Pacifique, certains exemplaires du Grumman F-6F Hellcat demeurent en état de vol, soigneusement préservés dans des musées et des expositions aériennes, principalement aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces avions ne sont plus destinés à combattre. Ils remplissent désormais une mission plus symbolique, mais tout aussi puissante. Rappeler aux générations futures le rôle héroïque joué par ces avions et leurs pilotes dans l'histoire du Pacifique. Pour ceux qui les contemplent, ces appareils incarnent le courage, la détermination et l'ingéniosité humaine, poussées à leurs limites absolues. En fin de compte, l'histoire du Grumman F-6F Hellcat ne se résume pas seulement à celle d'un avion. C'est l'histoire d'hommes et de femmes qui ont affronté des défis extraordinaires et ont surmonté des périodes de désespoir initial pour triompher face à des ennemis apparemment invincibles. C'est la chronique d'ingénieurs et de pilotes qui ont travaillé ensemble avec une discipline implacable et un courage sans égal, créant une machine capable de changer le cours de l'histoire. Le Hellcat incarne non seulement une victoire militaire, mais aussi une victoire morale et psychologique. Il a prouvé qu'aucune adversité n'est trop grande lorsque la volonté de la surmonter est forte. Aujourd'hui, quand nous observons les silhouettes robustes et fières de ces avions, encore intacts après plus de 80 ans, nous ne voyons pas seulement des objets métalliques ou de simples reliques du passé. Nous voyons un témoignage vivant du triomphe de la résilience humaine face à l'adversité la plus extrême. Chaque rivet, chaque pale d'hélice, chaque panneau de fuselage rouillé raconte silencieusement une histoire épique de sacrifice, d'innovation et de détermination. La légende du Grumman F-6F Hellcat perdurera, car elle incarne quelque chose de profondément humain. La capacité à affronter ses peurs les plus profondes, à s'adapter face à des défis impossibles et à triompher contre des ennemis qui semblaient invincibles. C'est ainsi que se termine l'histoire de l'avion qui domina les cieux du Pacifique et assura la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Un avion né dans la désespérance, développé dans l'urgence, et qui devint finalement la clé du destin du monde. Lorsque nous regardons aujourd'hui le ciel, nous pouvons imaginer ces jours où le rugissement des Hellcats annonçait l'espoir pour certains, la terreur pour d'autres, mais un respect absolu pour tous ceux qui ont été témoins de leur vol.